Comment bien adapter les méthodes de langue comme Assimil? Peut-on vivre de la traduction? Comment gérer le temps de travail quand on est traducteur ou adaptateur? Et qu'en est-il de l'enseignement des langues étrangères? Est-ce difficile d'être prof indépendant en Italie? Enseigner aux ados ou aux adultes? Ce sont certaines des questions auxquelles va répondre Francesca Mele dans cette vidéo de Vision Fleu. Francesca habite à Turin, en Italie. Passionnée de langue, elle est adaptatrice de manuels et professeure d'italien et de français. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour Francesca et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi Stéphanie, merci de m'avoir invitée. Et de rien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour que ceux qui vont nous regarder ou ceux qui nous regardent te connaissent? Donc, je suis italienne, je suis diplômée en langue et littérature étrangère à l'Université de Turin, c'est ma ville natale, et j'ai toujours aimé effectivement les langues étrangères, les cultures, les littératures, tout ce qui a à faire avec le monde des langues en général. De la langue aussi en tant que phénomène, si tu veux, phénomène en soi-même, c'est-à-dire phénomène de communication. Donc aussi ma propre langue maternelle. En fait, oui, si tu veux, mon premier amour a été justement l'italien, donc déjà à l'école, j'aimais bien ma langue, ma culture, voir comment ça s'est développé, tu vois, aussi du point de vue historique, etc. Et puis très vite, j'ai commencé à avoir cet intérêt, ce goût pour les autres langues, en particulier pour le français, que j'ai commencé à étudier au collège et qui m'a vraiment frappé, touché, absorbé, si tu veux, pendant un bon moment parce que j'aimais beaucoup la langue tout de suite, j'ai beaucoup aimé la langue et pas que, justement. C'est toujours un discours qui inclut la culture, donc les différents aspects De la langue. de l'identité, exact, de la langue qui est vraiment une identité générale, donc d'un pays, d'un peuple. Voilà. Pas que le phénomène de la langue en lui-même, mais c'est vraiment le peuple, donc les us et coutumes, hein, si je peux dire ça, et voilà, la mentalité, tout ce qui va avec la langue en elle-même. Ok. Et donc, tu es professeure et traductrice. Oui, disons que je suis professeure et traductrice parce que disons que actuellement, c'est par nécessité aussi, dans le sens que j'arrive pas trop à avoir seulement un métier, donc je ne peux pas trop choisir entre l'un et l'autre en ce moment. Mais c'est vrai aussi que au fil des années, j'ai toujours un peu, je me suis partagée entre les deux activités. Parce que quand j'ai commencé mon activité, il y a déjà pas mal d'années, je voulais être prof plutôt. Mais au début, quand on est jeune, etc., et on commence à collaborer avec des centres linguistiques, des écoles de langue privées, des choses comme ça, au moins ici en Italie, on te propose souvent de faire des traductions. Il s'agit normalement de traduction technique, c'est-à-dire on te demande de traduire des manuels d'utilisation plutôt que de documents de tout genre, aussi des documents juridiques, des fois juridiques entre guillemets, mais quand même administratifs, voilà, c'est plutôt le bon mot. Et donc, on est au début, on commence, on débute, on est jeune, etc. Il y a toujours aussi un peu l'idée, il faut que je me fasse, comme on dit en italien, il y a une expression, il faut se faire les os. Non, je ne saurais pas comment traduire en français ça, ou s'il y a une expression quand même équivalente. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment se faire devenir
il faut devenir costaud, il faut devenir fort. Et donc, il faut tout accepter un peu aussi au début. Ce qui n'est pas trop vrai, puis on s'en rend compte après, plus tard, avec l'âge et l'expérience. Mais au début, on fait tout. Donc, je prenais un peu de tout. Donc, j'acceptais, je disais oui. Et c'était pas évident parce que moi, je suis pas trop traductrice, c'est-à-dire, je suis pas trop douée en traduction. C'est pas ma tasse d'été. C'est plutôt que ça fait quand même partie de mes compétences, donc ça a été un exercice utile, ce qui m'a permis aussi d'acquérir de nouvelles connaissances en langue, etc. Mais ce n'est pas mon activité préférée, surtout dans le sens où je l'avais faite au début, donc ces documents, ces manuels, ces choses plus techniques pour lesquelles il faut aussi avoir une préparation différente de la mienne, si tu veux, un peu plus visée vers le domaine spécifique de la traduction. Et donc, voilà, disons que ce que j'ai trouvé plus tard qui me convenait le plus, c'était l'adaptation que j'ai pu trouver au sein d'une maison d'édition spécialisée dans l'adaptation de manuels linguistiques qui naissent en France, en français, donc, qui sont donc transposés en italien pour les italophones. Et là, je préfère bien ça parce que ça me permet beaucoup plus de liberté, voilà, par rapport à la vraie traduction où il faut être très fidèle justement au texte de départ. Et alors que l'adaptation d'un manuel linguistique demande de beaucoup changer, parce qu'il faut transformer les explications sur la base de ton public, qui n'est pas celui du départ, de la source. Donc là, je me sens plus à l'aise, c'est plus simple pour moi et plus amusant aussi, plus beau, joli de traduire en adaptant. Donc c'est plutôt une adaptation qu'une traduction véritable. Ouais, parce que moi, traduire, bon, j'ai fait aussi quelques petites traductions, mais je trouve ça stressant. Ça me stresse. Parce que tu veux vraiment tout bien faire, tout bien traduire l'essence du texte en fait. C'est pas traduire le texte, c'est traduire l'essence du texte. Exact. C'est super compliqué. C'est compliqué. Tu as tout le temps des doutes que tu ne résous pas forcément. Et parce que tu peux avoir deux mots qui signifient la même chose, mais il y a une petite nuance. Fait. Tu cherches le bon synonyme, le bon mot, et tu dis, ce sera approprié ou non, je ne sais pas trop. Donc, il faut vraiment un talent spécifique, je crois, dans ce domaine pour pouvoir s'épanouir. Et il y en a qui ont vraiment ce type de talent, de don, hein, parce que c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut bien connaître les deux langues, mais ça suffit pas. Il faut vraiment quelque chose que je me reconnais pas trop. Donc, effectivement, il me faut un peu plus de liberté pour pouvoir dire les choses d'une manière différente sans que ça devienne une limite, par exemple, ou un empêchement à la compréhension du texte. Sans trahir donc le texte du départ. Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment vivre de la traduction ? Et là, c'est un discours compliqué parce que justement, j'en sais pas trop, dans le sens que je crois qu'il y en a qui vivent de traduction, surtout les grands traducteurs littéraires, je pense. Pour devenir traducteur littéraire, il faut vraiment une préparation très dédiée, très spécifique. Là, c'est vraiment difficile. Il faut aussi, je crois, avoir un talent d'écrivain, d'auteur, parce que sinon... il y a des romans, des œuvres, des ouvrages de littérature qu'on a vraiment du mal à rendre dans une autre langue si on n'a pas le talent nous-mêmes d'écrire. La capacité, voilà, c'est quand même une sorte de deuxième création dans ce cas-là. Et alors ces personnages-là, je pense qu'ils peuvent avoir des revenus suffisants, si tu veux, de leur activité. Pour les autres, c'est pas évident parce que c'est un métier quand même un peu, des fois aussi mal considéré.
si l'on parle justement pas des traducteurs littéraires, donc des grandes personnalités, parce que ce sont quand même des gens qui ne font normalement pas que ça. Ils sont aussi, par exemple, des profs universitaires plutôt que des personnalités, en quelque sorte. Sinon, voilà, les autres, c'est un peu mal considéré. On n'y pense jamais au traducteur, à celui qui a quand même, qui est intervenu dans un document, dans un manuel, etc. Alors que c'est une figure clé, non? Et donc, vu que le métier n'est pas trop réglé et pas trop encadré, il manque souvent, disons, une législation en ce qui concerne la figure du traducteur. Et la plupart des gens que je connais, que j'ai connus par le passé aussi, doivent joindre à l'activité de traduction quelques autres métiers, que ce soit l'enseignement, que ce soit autre chose, mais effectivement, c'est mal payé en général. Il faut le dire, hein, La traduction, oui. La traduction, c'est mal payé. Il n'y a pas une grille, si tu veux, de référence un peu partagée par tout le monde. Donc, normalement, le traducteur n'a pas le droit de demander lui-même son tarif. Le client, c'est souvent le client qui te dit moi, je te donne ça. Si ça va pour toi, c'est bon. Sinon, il y en a d'autres qui attendent. Il y a la file d'attente. Alors là, on a du mal à s'en sortir. Et en plus, c'est un métier très solitaire. Enfin... C'est ça. C'est ça. L'un des inconvénients de la traduction, dans ce sens, c'est justement le fait que c'est un métier isolé. Tu n'as pas trop d'échanges avec, même pas avec des collègues. Parce que, tu n'en as pas eu quand tu as adapté tes manuels? Pas vraiment, non. J'ai plus d'échanges avec des collègues en tant qu'adaptatrice des manuels linguistiques parce que là, il y a souvent des personnes qui relisent ce que je fais au fur et à mesure ou quand même qui sont concernés par la production du livre. Là, ouais, parce que là, tu participes plus à l'intérieur, disons, à la création du livre. Donc, tu es vraiment plus concerné dans le domaine éditorial. Là, c'est vraiment, tu fais partie de la maison d'édition dans ce cas-là. Donc, alors il y a la possibilité d'avoir des échanges un peu plus fréquents et donc aussi échanger des idées, des avis, partager des avis, voilà, demander des conseils aussi, mais selon toi, là c'est mieux, voilà, oui. Ce mot-là, est-ce qu'il est bien? Exact, est-ce qu'il faut que je change ça ou que je dise d'une façon différente? Est-ce qu'il faut... Et c'est bien parce que là, c'est quand même justement le domaine de l'édition. Donc, c'est la maison avec toutes ces figures qui sont importantes et intéressantes. Et alors là, c'est bien plus sympa aussi parce qu'on n'est pas... Oui, on travaille toute seule, mais on n'est pas seul comme dans une traduction plus standard, disons, du genre document, du genre manuel d'utilisation. Et aussi littéraire, je crois, mais j'en sais rien. Ouais. Non, mais c'est assez aussi compliqué l'adaptation parce que, comme tu me l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines, Ouais. c'est parce qu'il faut aussi que tu fasses très attention au format, en fait. C'est ça. Oui, là, parce que... Oui, exact. Il faut concevoir son adaptation, donc son texte, aussi en fonction de la page, de la mise en page qui est déjà là, qui est déjà mise en place. Alors, on peut changer, mais il faut il faut transformer les espaces, disons, à l'intérieur d'une page déjà formée, déjà conçue, et surtout d'un nombre de pages qui ne devrait pas dépasser justement le nombre prévu par l'original. Donc, pour des raisons vraiment pratiques, éditoriales, physiques, disons. Du coup, ce qui n'est pas toujours évident, ça dépend beaucoup de la langue, objet du cours,
du type, du genre d'explications qui sont déjà présents dans l'original, etc. Mais en fait, c'est pas évident parce que des fois, tu as la nécessité de rajouter à tout prix un truc qui manque, une explication qui manque parce que justement, c'est important pour ton public, dans mon cas italophone, mais pas pour le public francophone ou anglophone, c'est le cas aussi de la langue de départ, non, du manuel. Mais il faut que tu le dises si tu veux faire un travail de qualité, non? Et là, il n'y a vraiment pas l'espace. Alors, il faut Et faire là, des magies. Il faut vraiment faire des fois faut être vraiment. magicienne, hein. Absolument. On calcule vraiment au millimètre. Hein. La Donc il petite faut fenêtre. supprimer peut-être une Des autre fois, donnée oui. pas forcément Exact. importante. Exactement. Exactement. Des fois, il y a de l'espace dans des pages qui ne t'intéressent pas du tout. Il y a beaucoup d'espace blanc, libre, Ah dispo. ouais. Mais là, il n'y a pas la possibilité de dire la chose que tu veux dire parce qu'il n'y a aucune référence dans le dialogue, par exemple, dans le texte. Et tu dis, bon, et où il faudrait dire ce que tu veux dire, hein, parce qu'il y a la référence. La page est déjà toute remplie de bourrées, machin, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus une ligne. Et ça peut arriver aussi. Il faut avoir de l'imagination et peut-être un peu créatif en fait des fois. Et donc, déplacer les choses si tu peux. Ou alors vraiment calculer au millimètre la fenêtre à allonger ou à raccourcir, la fenêtre de texte, non, de la page, pour pouvoir ajouter juste une petite ligne pour dire stop. En fait, tu n'es pas que traductrice, tu es aussi éditrice, C'est je ça, sais pas, oui, conceptrice. Oui, absolument, ouais. Ouais, en fait, c'est quand même une fonction un peu plus ample que celle de la traduction toute seule. Oui. Parce que tu vois, moi je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui faisait ce travail, que toi tu adaptais ou traduisais, après tu donnais ça à quelqu'un d'autre et il s'arrangeait pour mettre tout dans toutes les petites cases. Exact. En fait, non, même si après mon intervention, après mon adaptation, les éditeurs interviennent aussi pour quand même régler toutes les situations encore à régler, parce qu'il y en a beaucoup dans ce type de livres qui sont quand même longs, avec plein de détails, plein de trucs. Donc, ils interviennent pour corriger, mettre en page, remettre en page, etc. Mais c'est vrai que toi aussi, en tant que traducteur, adaptateur, tu dois quand même respecter une consigne, voilà, de mise en page, d'espace, etc. Et tu dois aussi transformer toi-même déjà des choses pour permettre à ton texte de ne pas disparaître tout simplement dans la page. Parce que si tu ne respectes pas les fenêtres de texte, tes lignes que tu écris disparaissent, ne sont plus visibles à l'écran et donc sur la page imprimée. Et c'est sympa. Waouh, c'est sympa comme travail. En plus, c'est long parce que voilà, tu traduis, tu adaptes. Après, voilà, tu dois faire des petits trucs là. Oui. Puis, il y a justement, vu qu'il s'agit de manuels linguistiques, hein, donc de cours de langue pour l'autodidactique, pour les auto-apprenants, l'auto-apprentissage, il y a beaucoup de choses différentes dans chaque page, si tu veux. Il y a le dialogue dans la langue cible, la traduction en italien qu'il faut faire, les notes d'explication grammaticale ou lexicale, etc. Les box de prononciation, où il faut aussi adapter les choix, comment les appeler, les choix que l'auteur a fait pour rendre la prononciation de la langue cible pour les francophones, par exemple. Alors toi, tu dois tout changer, c'est-à-dire les conventions qu'il a adoptées ne marchent pas pour les italophones, ils ne comprendraient rien s'ils disaient. Donc, il faut transformer les symboles qui ne sont pas les symboles de l'alphabet phonétique international pour rendre tout plus simple, plus facile. Mais quand même, tu dois trouver
une convention à toi qui marche pour ton public de ta langue maternelle, voilà. Puis il y a les notes culturelles, il y a les exercices, il y a beaucoup d'éléments, voilà, beaucoup d'éléments différents dans chaque chapitre, disons, dans chaque leçon. Et ça demande aussi de faire attention à des conventions typographiques et donc des détails Ouais. typographiques qui changent d'une partie à l'autre. Voilà, si tu veux. Il y a ça Et aussi. est-ce que tu peux nous dire combien de temps a pris ton dernier travail? Et Pour combien plus de d'un pages? an, alors 800 pages, 860 pages, oui, en total, de début jusqu'à la fin. J'ai commencé en octobre, novembre 2020. Donc, ça fait un Et tu an as et demi. fini, ouais, il y a Il y a quelques semaines. quelques semaines, exact. Mhm. Donc, ça fait quand même un an et demi. Et tu n'étais pas toute seule. Non, si, en tant qu'adaptatrice, mais Ah j'ai oui, une relectrice qui m'a je relu. croyais que tu avais une autre personne qui pouvait t'aider comme adaptatrice, Non, traductrice. non, 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 non. tu étais la seule traductrice Seule, adaptatrice oui. dans Ouais, ouais, ah, ouais. C'est pour ça qu'on y met ah ouais. le sang, si tu veux, ouais. Donc tu as le Donc, mérite d'avoir traduit et adapté 860 pages à toi toute seule. oui, 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 On absolument. va tous aller acheter ton Ah livre. oui, merci. Le bouquin, là. Alors pour le Ouais, j'ai dire, hâte c'est de le voir. à Pardon? 6 000. C'est à 6 Oui, 000. exact. Exact. Et là, je suis fière, en fait, parce que c'est la nouvelle édition du cours de français, ce Mhm, qui manquait depuis longtemps dans le catalogue de la maison. Et, donc, le cours de français naît en anglais. Donc, mhm. c'est conçu pour les anglophones. Alors, ça change quand même encore point de vue. Bah oui. Voilà. Mhm. Parce qu'il y a plus de choses à changer, justement. Bah Parce oui, oui, que, oui, tout à fait. voilà, pour un anglais anglophone, l'auteur doit dire des choses que pour les italophones et même pour les francophones ne marche pas du tout, et vice-versa. Alors là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à changer, à supprimer et à rajouter, etc., à remplacer tout simplement. Est-ce Ça a que ça été te... un beau défi, ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça te donne envie d'en faire un autre? Pas tout de suite. Je ne le ferai pas tout de suite. Plus tard, pourquoi pas. Ouais. Un Tu peu plus court, hein, auras un peu plus court et peut-être. quand tu auras, voilà, tu te seras reposé de ce travail, non? Oui, C'est ça. exactement, ouais, c'est ça. Quand Il faut, tu, pas, quand faut tu avoir un t'ennuieras, moment. ah, genre, ben, j'ai besoin de traduire, adapter, je vais le faire. Ça, oui. Ça dépend aussi un peu de l'offre qu'on te propose, comme tu dis. Ouais. Exact. Du type de livre, de la langue concernée, du genre de choses à faire, hein, bien entendu. À 6000, tu sais, il y a aussi, il n'y a pas que les gros manuels comme ça, mais les méthodes, mais il y a aussi des collections, par exemple, de cahiers d'exercices. J'en ai déjà adapté quelques-uns, c'est sympa parce que là, c'est plus court, c'est plus rapide et c'est quand même aussi sympa. Utile, je crois. Puis c'est toujours conçu d'une façon très ludique, donc ce sont des exercices c'est des jeux exercices la plupart des fois. Il y a aussi des petites explications de grammaire, mais c'est juste des rappels, non? Mhm. Donc là c'est sympa aussi, c'est très colorié, c'est très varié. Donc il y a aussi ça qu'on peut faire. Il y a d'autres collections dans le catalogue. Et je me pose une question justement. Pendant 1 an et demi où tu as voilà, traduit la méthode Assimil, comment tu as géré ce temps? Enfin, parce Et qu'au bout d'un là, moment, il y a peut-être des périodes où ouais. tu te dis, Oui, 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 oui. C'est ça. Et en fait, c'est pas évident. J'y arrive pas énormément bien, pas du tout, parce que moi, je ne suis pas une personne super organisée. Ceux qui ont vraiment la journée déjà bien. tu ne mets pas d'horaire précis. Non, non, jamais. Parce que sinon, j'y arrive pas. C'est-à-dire, moi, je suis un peu anarchique, si je peux dire ça. Et donc, ou anarchiste plutôt. Et alors, il faut en fait se donner un peu une discipline, c'est sûr. Des fois, il y a des journées vraiment pas top. Il y a aussi les journées où on ne se sent pas bien.
Donc, Oui, bah quand oui. on a un malaise physique, un truc, bien entendu, on fait rien et ça va. Problème personnel. Ouais. Exact, exactement. Normalement, je culpabilise. Normalement, oui, parce que je me dis, merde, il faudrait. Ça n'a pas trop de sens en fait. La vie n'est pas toujours linéaire, donc il faut faire avec ce qu'on a. Donc, je perds du temps aussi, absolument. J'ai perdu beaucoup de temps aussi. Mais hey, il faut rester tranquille, il faut savoir qu'on récupère quand même. C'est-à-dire, normalement, quand on perd, entre guillemets, une journée, par exemple, le lendemain, on récupère, c'est-à-dire qu'on travaille avec plus d'envie, normalement. Voilà, c'est ça qu'il Des fois, ça faut. arrive. Déjà, dire stop. Je vais prendre une journée, un petit Oui, peu de temps pour moi. oui, Demain, ça ira mieux. Ben voilà, oui, généralement, oui, c'est ce qui oui, arrive. oui, Ben, il y a un jour où c'est pas top et le lendemain, ben, oui, on oui, tout travaille à comme, fait. je ne sais pas, on n'arrête pas Ouais, de travailler on va plus, oui, c'est ça, plus vite. on va quand même un peu plus vite et on a plus envie parce que justement, il faut aussi faire des pauses. Oui, il faut se Mm. poser des fois parce que Non, sinon, mais en c'est fait, même le c'est cerveau répétitif. parfois. Oui, Voilà, c'est dit non, toujours je un peux pas. travail de cerveau, toujours très mental. Puis c'est vrai aussi que moi, je faisais pas que ça, donc soit il y avait des relectures, toujours pour eux, que je faisais d'autres ouvrages de la maison, soit j'avais mes cours, donc je donnais mes cours de FLE plutôt que d'italien aussi, langue étrangère. Euh, alors, en fait, il y a la possibilité de diversifier, de faire des choses différentes pendant la journée. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites crises quand on est aux prises avec des, des, des travaux aussi longs. Parce Ouais. que déjà, quand on démarre, vraiment, un livre de ce genre, j'arriverai jamais. je ne vais pas y Oui, arriver. 60 pages? Non, Non. non, je ne vais pas y arriver, c'est impossible. Donc, là, c'est un peu, je crois, peut-être un peu comme dans le sport, parce que c'est comme si tu commences un marathon et tu penses 42 km, non, j'y arrive pas du tout, même si tu es entraîné, etc. Mais il faut penser à vraiment faire un pas après l'autre. Mm. Juste un pas à la fois. Le premier pas, et puis l'autre pas qui vient après, etc. Très doucement, très lentement, et sans jamais, si possible, penser à ce qui va arriver après. C'est Et quand difficile, mais tu as c'est comme une fini, sorte de... ah, enfin, je suis arrivée. Oui, oui. Quand on commence à voir la ligne d'arrivée, là, maintenant, quand tu arrives vraiment vers la fin des leçons, où tu arrives à faire l'appendice, hein, parce qu'il y a toujours une appendice après les leçons du cours, là, on a vraiment la sensation vraiment du coureur hein, à pied là, qui voit la ligne d'arrivée là au bout. Il dit ah, ça y est, les gars, là, Mais on y est. t'as pas un moment de stress après, à la fin, quand tu as rendu le travail et dit, et si j'ai bien fait ça? Et si j'ai bien traduit ça, adapté ça? Est-ce que, bon, il y a une Oui relectrice, et non. d'accord, mais Hum, il n'y a pas un moment de oui et stress? non. Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Ça, je crois que je l'avais un peu plus il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, au Mhm. début aussi de cette activité d'adaptation. Oui. Maintenant, je prends de l'âge, je prends de l'expérience, donc je suis plus calme. Je me dis, ça va. Ça va. Je fais de mon mieux. Je fais mon mieux. En fait, je fais ce que je peux faire. Je peux Mhm. pas trop, je peux pas faire plus de ce que je peux faire. Mhm. Donc, ce sera jamais parfait parce qu'on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on progresse dans ce genre d'activité qu'on on sera jamais parfait. Il faut pas exiger d'être parfait. Personne ne l'est. Le livre parfait n'existe pas. On peut vraiment soigner la qualité, ce que j'aime beaucoup faire, euh, en polissant vraiment la pierre le plus possible. Mais il y aura toujours une perfection, au moins une. Et Au moins c'est pas une. qu'une, au moins une, ça va rester. Donc, il faut aussi, voilà, laisser que Lâcher les prise. choses, lâcher prise, c'est vraiment la bonne expression. Mhm. Et quelle traduction tu n'aimerais pas faire? Ah, ben, je n'aimerais
plus me remettre à ce genre de manuel d'utilisation, etc., que j'avais fait Et au longtemps. début de ma carrière. Exactement. Ouais, c'est très technique, très spécifique. En plus, ça demande justement des connaissances techniques que je n'ai pas trop. Voilà, ça, je n'aurais pas trop envie de m'y remettre. Non. Ça ne te motive pas du tout. Non. C'est pas mon domaine. On a beaucoup parlé de la traduction adaptation, mais tu as dit que tu préférais être prof. Oui, en fait, oui, parce que quand j'ai terminé mes études, mon idée, c'était justement d'enseigner les langues. J'avais commencé tout d'abord avec l'idée d'enseigner l'italien pour les étrangers. Et tout de suite, très vite, j'ai aussi pensé au français. J'ai dit, le français, pourquoi pas, hein, ce serait pas mal du tout. Et donc, j'ai toujours un peu, disons, mené en parallèle ces deux activités, c'est-à-dire ces deux langues. Donc, l'une pour mes concitoyens et l'autre pour tous les autres qui ne sont pas mes concitoyens, si tu veux. Mes concitoyens, ça fait un peu Exact. présidente. Mes concitoyens. Mes compatriotes. Exact. Chers compatriotes. Exactement. Et donc, c'était sympa parce que, effectivement, je voyais, j'ai vu dès le début, j'ai remarqué comment ça change du point de vue des explications, par exemple, Ah bah oui. parce que là, quand tu parles justement ceux qui ont ta langue maternelle, alors tu as tout un monde partagé entre nous. On a quand même des points de repère communs, voilà. Donc d'un certain point de vue, sous un certain point de vue, c'est plus facile. Et quand on parle à des étrangers qui viennent de cultures très différentes aussi de la tienne, là, c'est plus compliqué parce que on n'a pas trop de points communs. Il faut trouver la bonne façon de leur faire comprendre, par exemple, des points qui ne sont pas forcément compliqués en eux-mêmes, mais qui le sont pour eux, parce que ça change beaucoup de leur système linguistique, par exemple. Donc, vraiment, c'est un entraînement très intéressant. On voit vraiment les difficultés que les étudiants ont, quelles difficultés ils ont, pourquoi et comment gérer, comment intervenir. Et donc, c'est vrai que au fil du temps, je me suis vraiment rendu compte que j'aime bien enseigner, par exemple, l'italien aux francophones. Okay. Parce que c'est justement ma connaissance du français me permet de me rendre mieux compte des difficultés des francophones dans le cas spécifique, en apprenant une autre langue romane comme l'italien, des points faibles, mais aussi des points de force, des atouts qu'ils peuvent avoir. Et j'aime bien vraiment communiquer ma langue aux francophones, et donc je suis en train d'essayer de lancer cette petite activité vraiment autonome de cours de langue italienne spécifiquement dédié aux francophones, parce que ça m'épanouit en fait. Et je suis plus efficace en tant qu'enseignante de ce genre-là, plutôt qu'enseignant la langue italienne à d'autres personnes, voilà, qui ne sont pas francophones. Et tu continues aussi à donner des cours de français ? J'ai recommencé, oui, assez récemment à donner des cours de français par le biais de centres linguistiques avec lesquels je collaborais déjà par le passé. Et donc, oui, donc là, les cours de français sont des italiens. Il y a surtout des cours pour débutants. Et ce que je n'ai pas dit au début, c'est que je suis un peu spécialisée, si tu veux, dans l'enseignement pour les adultes. Parce qu'en fait, je préfère ça. Dès le début, j'avais l'intérêt de la formation aux adultes. Non, pour les adultes, parce que ça me passionnait. C'est-à-dire, les ados, les enfants, non. Un peu moins. Les enfants, peut-être, mais les ados. Ouais, les ados, c'est dur. Hein. C'est dur. Ouais. J'ai eu l'occasion quand même d'avoir aussi des expériences avec les jeunes. Et je ne peux pas dire que je n'aime pas. Non, c'est pas ça. Mais
c'est moins Gratifiant. facile pour moi, c'est moins gratifiant des fois, oui. Et moi, je suis moins douée avec eux, je crois, qu'avec les adultes. Parce que chez l'adulte, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est vraiment sur le même niveau. Donc, c'est un échange très paritaire, je trouve. Donc, je peux te communiquer, je peux te passer une langue, une culture, etc. Mais toi aussi, en revanche, tu me donnes des choses. Ce que c'est pas forcément vrai chez l'ado ou l'enfant, parce qu'il est vraiment au début de sa vie, il doit encore se former, il doit encore faire ses Ils s'en foutent un expériences. peu de tout. Généralement, les ados, oh, je m'en fous. Oui, non, l'ado, c'est dur, parce que lui, il n'a pas trop envie, normalement, même si j'en ai eu comme élève, Oui, bah oui. du soutien scolaire qui étaient géniaux, absolument, et donc ils étaient intéressés, ils avaient envie de progresser. Mais normalement, surtout quand on enseigne à l'école, dans les établissements scolaires, là, c'est dur, parce que là, tu as une classe entière où déjà le nombre d'élèves rend les choses plus difficiles. Alors que, normalement, les petits groupes d'adultes sont justement des petits groupes, des petites classes. Ou alors, encore mieux, les cours individuels, là, c'est vraiment le top. Mais quand même, des petites classes, tu as la possibilité de suivre ton élève, de lui donner les conseils, l'attention qu'il demande, finalement, justement. Et puis, l'adulte, voilà, il a quand même l'avantage de pouvoir apporter en classe toute une expérience de vie, de connaissances qui est vraiment sympa à partager, je trouve. Parce que j'ai appris énormément de choses de mes élèves. J'ai appris, je continue d'apprendre énormément de choses grâce à mes étudiants. Justement. Oui, bon, voilà. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Mais quels seraient les avantages et les inconvénients d'être prof, selon toi? Les avantages d'être prof. C'est ça, en fait, tu reçois. Oui, exact. C'est justement ce climat de partage, cette ambiance de partage de connaissances, etc., d'apprentissage continu. Puis, il faut distinguer peut-être aussi si l'on est prof en autonome comme moi, ou alors si l'on enseigne dans la fonction publique, dans le service, dans l'éducation nationale, etc. Parce que en tant qu'autonome, moi je remarque chez moi que j'ai la possibilité d'avoir une très grande liberté d'approche, une grande liberté de méthode à utiliser. Normalement, il y a des fois où on a quelques contraintes de plus, mais sinon, on a vraiment la liberté de s'approcher au cours selon ce qu'on voit, ce qu'on considère important à faire. Donc, pas forcément parce que le programme du ministère dit que. Alors que dans les écoles, dans les établissements en général, là, on a beaucoup de contraintes, je trouve, parce qu'il y a le programme à respecter, et puis toute une série voilà, d'inconvénients un peu qui peuvent affecter un peu la qualité aussi de l'enseignement. Puis ça devient de plus en plus difficile, je trouve, de nos jours, voilà, par rapport au passé, par exemple. Le prof, il est plus attaqué souvent, voilà. Donc, sinon, les inconvénients en général, quand même, d'être prof aussi un autonome en particulier, c'est que, un peu comme pour la traduction, il est difficile de vivre que de ça. Donc, il faut avoir aussi, voilà, plusieurs activités parce que il est difficile de trouver tout le temps des étudiants, tout le temps faire démarrer de nouveaux cours. Et alors, tu as des frais chaque mois, mais pas forcément chaque mois tu peux démarrer de nouveaux cours, donc avoir des revenus tout frais pour les frais, pour couvrir les frais. Et c'est pas évident. Comme toute activité autonome, toute activité indépendante, absolument, c'est dur. On voit ça dans le commerce. J'en connais aussi de personnes qui ont des activités commerciales qui galèrent pas mal
Mais c'est dur d'être justement indépendant en Italie. Très dur d'être indépendant en Italie, bien plus qu'en d'autres pays, pour plusieurs raisons que je Moi, je pense n'explique aussi pas qu'en maintenant, Espagne, mais c'est dur peut-être plus que dans d'autres pays. voilà. Je crois que dans les pays méditerranéens, on n'est pas bien à l'aise dans les activités indépendantes. Là, il y a plusieurs raisons. Il y a une pression fiscale absurde, voilà. Et on n'a vraiment pas de service gratos en retour, voilà. Alors que dans d'autres pays, tu as beaucoup d'impôts, mais puis tu ne payes plus certaines choses, certains services. Alors que chez nous, ben, tu es un peu la vache. Voilà. La vache laitière, non? Exact, la vache laitière. Hein. Les indépendants en Italie sont la vache laitière du système. Et puis on les met vraiment en croix encore pour leur dire qu'ils sont. Il y a plusieurs choses à dire. Je ne veux pas ouvrir la parenthèse de la polémique sociale Mais de par mon exemple, pays. Mais... tu vois, en Espagne, par mois, les indépendants, on paye presque 300 € par mois de sécurité sociale, plus les impôts. Enfin, Voilà. c'est 295, 93 €, quelque chose comme ça. Je trouve. Et après, tu dois payer les impôts, etc. Ouais. Bref. Et tu dois payer ta vie, hein, parce que normalement, tu as une maison, un truc, manger. Et Oui, en plus, en Espagne, tout a augmenté dernièrement. L'électricité, exact, chez nous, c'est la guerre, pareil. oui, voilà, la guerre en Ukraine n'a pas amélioré Chaque les choses. excuse est bonne hein, pour augmenter. Ça fait toute ma vie qu'on augmente les prix. Je n'ai jamais vu baisser les prix hein, depuis que je suis au monde. Hein. Donc, si ce n'est pas une excuse, c'est l'autre. Hein. Mais alors, je me dis, les gars, ça ne marche pas quand même. Hein. Il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui cloche vraiment dans le système. Donc, c'est un système qui devrait changer, qui devrait pouvoir changer. C'est ce qu'ils disent ici, ils aimeraient changer, ils aimeraient mettre des quotas en fonction de ce que tu gagnes, mais bon, c'est pas encore fait. Et non. Certains quotas, tu dis, mais à quoi ils pensent? Parce que c'est pas normal. Parce que je sais plus, c'était... oui, je crois que c'était un peu plus, donc un peu plus de 300 € pour si tu gagnais entre 1000 et 1000, je ne sais plus combien d'euros par mois brut. Et tu dis, mais attends, c'est ce que je suis en train de payer actuellement. Enfin, plus ou moins, c'est ridicule. Ouais, non. Bon, c'est pas encore défini, mais on voyait des choses comme ça, tu disais, waouh, ok. Donc, il faut changer. Ouais, il faut changer des choses. Hein. Il faut changer des choses dans ces pays. Dans nos pays méditerranéens, je trouve. Là, il y a un problème à la base. Peut-être que dans d'autres pays aussi, ils auront à critiquer aussi, on ne sait jamais. Tout le monde critique justement sa situation. Tout le monde, partout. Je pense toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Absolument, c'est sûr. Alors, tu disais justement que dans certaines institutions, peut-être la méthode serait imposée, non? Ou pas? C'est plutôt, si tu veux, dans l'éducation nationale, où quand même il faut être plus strict. Et dans les centres dans lesquels tu enseignes, dans les centres linguistiques, normalement, on a plus de liberté aussi. Parce que quand même, moi, en fait, j'ai mis tout ensemble, c'est-à-dire autonome, pour moi, c'est l'activité vraiment autonome par moi-même et les centres linguistiques, parce que moi, je travaille quand même en autonome pour eux. C'est-à-dire que moi, j'ai mon statut. Comme ça. Ouais. Oui, moi, j'ai mon statut, c'est pas quand même, je suis pas une salariée, voilà. Je suis une autonome qui qui prête son activité, voilà. qui donne son activité. Voilà. Mais c'est toujours quand même un travail indépendant. Donc, c'est pour ça que je parle en fait en général de tout ça par rapport à quand on est embauché par une institution publique ou privée, mais qui fait partie du circuit de l'enseignement de l'éducation nationale, disons comme ça. Donc, plutôt ados et enfants. Et quelle serait donc ta méthode? Donc, en général, alors tout d'abord, il faut dire que moi, je cherche dès le début dans le cours à hyper personnaliser mon cours sur la base des nécessités de l'étudiant. Parce que ce que je dois faire, c'est en fonction des nécessités de l'étudiant qui
en particulier quand il est adulte, mais pas que, hein, justement aussi l'ado, l'enfant, il a des objectifs à atteindre, etc. Mais l'adulte, en général, il doit faire quelque chose de spécifique, que ce Mhm. soit obtenir le certificat X plutôt que euh, juste atteindre le niveau X plutôt que partir à l'étranger, etc. Donc, je demande aussi tout de suite aux élèves s'ils ont besoin de pratiquer aussi la langue écrite et de quelle façon, pour quelles raisons, etc. Sinon, je privilégie la, la langue orale, l'échange oral, etc. Donc, personnalisation très forte dès le début. Puis, oui, je cherche toujours à mettre de l'humour, beaucoup d'humour dans les cours parce que c'est important. Je crois que c'est indispensable aussi. Mais puis, c'est aussi sur la base de mon caractère. Donc, j'aime beaucoup plaisanter, j'aime rire, comme tu sais très bien. J'aime rigoler. Tu aimes Donc, jouer? absolument, j'adore jouer. Et donc, il faut aussi si possible, que mes étudiants s'amusent aussi, trouvent ça un peu sympa, qu'ils ne soient pas trop stressés, etc. Donc, Prennent plaisir. l'humour, exactement. Donc, voilà, une méthode basée sur l'humour, sur le partage de connaissances, comme je le disais tout à l'heure, et donc sur l'échange très libre, et sur la personnalisation en fonction des objectifs de l'étudiant, disons comme ça. Ok. Bien. Très bien. Et je On croyais aussi, essaye quand même. donc tu as dit que tu étais prof d'italien, de français, Oui. mais je croyais aussi que tu avais été, ou tu essayais d'être prof d'espagnol? Oui, parce que puis, effectivement, quand j'ai fait mes études à la fac de langue, j'ai pas trop dédié du temps au français dans ce cas-là, parce que je l'avais déjà étudié à l'école, j'avais donc des bases. Mais au moment de choisir mes études universitaires, moi, j'étais plutôt fascinée par d'autres langues et cultures. C'était le moment de la découverte d'autres cultures, hein. Donc, j'ai un peu laissé le français de côté. Et Mhm. donc, j'ai découvert d'autres langues, euh, parmi lesquelles l'espagnol, justement. Et, euh, et puis, j'ai eu l'occasion de reprendre ça un petit peu, de donner des petits cours pour débutants. Oui, oui, j'avais fait ça. J'aime aussi. C'est pas la même passion que pour le français, mais non. Mais quand même, ça m'intéresse. J'aime bien, c'est sympa. Et donc, oui, j'aimerais aussi, par exemple, recommencer par des cours pour débutants, grands débutants, et puis voir, parce que c'est quand même une chose que j'aime beaucoup aussi, je ne l'ai pas dit, de l'enseignement, c'est que ça te permet de progresser tout le temps toi-même. Donc, tu Ouais. n'arrêtes jamais de te former. Ce qui est fondamental, à mon avis, quand on enseigne n'importe quelle matière, que tu sois à l'école, que tu sois autonome, c'est pareil, de ne jamais arrêter de te former. C'est Donc, vrai. étudier, lire, écouter, pratiquer. Voilà, pratiquer la langue. Euh, Pratiquer la langue et pratiquer la culture. Parce que c'est toujours Oui. pas que la langue, c'est vraiment un monde non, qu'il faut quand même garder toujours. Faut garder un contact avec la culture, le pays. Exactement. Voilà. Et donc, en enseignant les langues, je trouve qu'on n'arrête vraiment jamais de les apprendre. Et on Mhm. apprend énormément grâce à l'enseignement. J'ai toujours vu, en fait, j'ai vraiment euh, commencé puis à progresser en français quand j'ai commencé à l'enseigner. C'est-à-dire, Ah oui? oui, et oui, parce que bien sûr, puis il y avait eu j'avais vraiment commencé à avoir des contacts plus forts avec le pays, avec les Français, pour des raisons aussi d'amitié, des raisons personnelles. Tu commences à fréquenter des gens, à voyager, à y aller sur place. Tu vois. Mm. Alors, ça change déjà énormément. Mais puis, c'est vraiment en enseignant la langue que je me rendais compte de certains phénomènes, que je réfléchissais à la langue. Voilà. Donc, j'avais la possibilité de progresser d'une façon consciente, plus consciente.
Et c'est ce que j'aime bien dans le fait d'enseigner une langue étrangère. Ok. Et aussi ma propre langue, parce que même quand j'enseigne l'italien, je réfléchis à ma langue, je note, je remarque des choses, hein, ou je remarque des choses que j'avais oubliées, que j'avais mis de côté. Et donc, j'arrête vraiment jamais d'apprendre, même dans ma propre langue maternelle. C'est Figure-toi vrai. sur les autres. Moi aussi, c'est Dans la même les chose. autres, voilà, En absolument. français, je n'arrête jamais d'apprendre. Donc, Absolument, c'est ça. ok. Et pour finir, est-ce que tu as des astuces et des conseils à donner pour la traduction, pour l'enseignement, pour Alors, ce que tu veux? oui, donc, ben, en tant qu'enseignante, que prof de langue, je dirais, je pourrais conseiller euh, comment dire, d'essayer. C'est-à-dire de ne pas se contenter d'une expérience, par exemple. Je fais un exemple. J'ai une expérience dans l'éducation nationale, je me dis, ah oui, bon, c'est ça l'enseignement, bon, voilà, il faut que je fasse ça. Parce qu'en plus, tout le monde, normalement, au moins chez nous, te dit, tout le monde, les gens qui t'entourent te disent, eh ben, là, tu es embauché, tu as un bon salaire. Pas un salaire, hein, disons, c'est pas énorme, mais tu as un salaire. C'est quand même un travail fixe, tu risques pas, n'as pas les risques du travail autonome, etc. Donc, il faut que tu fasses ça. Eh bien, moi, je dis, il faut faire des expériences différentes et diverses et variées pour voir, pour discerner, si je peux dire ça, que, ce que c'est vraiment notre vocation entre guillemets, mais pas trop, parce que quand même, tout métier est une vocation, et tout métier est une mission, toujours entre guillemets, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aimer. Alors, si j'aime pas trop l'ambiance de l'école, l'ambiance éducation nationale, etc., il faut que je tente quand même de voir ailleurs. Donc, l'activité indépendante plutôt que d'autres choses. Et donc, pas se contenter dès le début ou trop écouter les autres qui nous disent non, mais il faut la sécurité. Oui, c'est bon, la sécurité, J'entends absolument. aussi beaucoup ça. Mais pourquoi tu passes pas le Moi, tout le concours? temps, j'entends ça. Sûr, Oh, ça me mais donnerait la sécurité, mais je ne sais pas si je serais aussi heureuse. exact, exactement, c'est ça le problème. Donc, il faut bien se connaître, il faut un peu travailler sur l'intérieur aussi, si tu veux, pour voir ce qui nous fait plaisir, hein, voilà, etc. Et en tant que traductrice, des conseils, là, c'est pas évident à en donner parce que Adaptatrice. adaptatrice, là aussi, ça vaut un peu le même conseil, donc faire des expériences différentes et diversifiées, justement, Si on peut diversifier, parce si qu'il on y en peut, a aussi exact. qui veulent se spécifier dans, je sais pas, la traduction médicale, la Oui, traduction exact. Si juridique. l'on a une passion, il faut la suivre, exact, parce que par exemple, si on a une passion pour un certain domaine, il faut absolument la cultiver, la soigner, c'est bien. Sinon, on peut là aussi essayer des choses différentes, donc des domaines différents, des domaines techniques, des domaines spécifiques, et voir ce que ça donne. Essayer, si l'on a la possibilité, la traduction littéraire, on n'a pas souvent la possibilité de le faire, des fois, parce que les maisons d'édition, les grandes maisons, là, c'est difficile d'y accéder, des fois. Voilà. Et voir les documents, les manuels, etc. Et si on n'aime pas trop ça, mais on aime la traduction en elle-même, eh bien, savoir qu'il y a justement d'autres possibilités du genre adaptation. Il y a aussi un autre domaine dont je n'ai pas parlé, mais que j'avais fréquenté pendant une courte période, c'est l'adaptation pour les audiovisuels. Oui, aussi, ouais. Traduction, datation, voilà. Ce qui est un autre domaine encore très intéressant, absolument fascinant, charmant, difficile, c'est sûr. Mais là, tu rentres dans un monde en plus vraiment d'artistes, monde d'acteurs, comédiens et les doubleurs, machin. C'est les sous-titreurs, il y a plusieurs figures possibles, etc. Il faut explorer. Voilà, donc mon conseil, c'est si l'on aime vraiment, si on se sent ce talent et cette vocation pour la traduction, il faut
savoir qu'il y a plusieurs possibilités aussi très différentes les unes des autres Et continuer de se former aussi. et Continuer la formation. continuer tout le temps de se former, absolument. Oui, Comme les profs. absolument. Oui, tout à fait. Dans le sens linguistique, donc améliorer toujours son niveau linguistique, mais aussi en général ses connaissances, aussi ce que l'on appelait autrefois la culture générale. Voilà. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui, je remarque. Ça s'applique justement à un domaine ou autre, il faut s'ouvrir. Oui, tout à fait. C'est important d'avoir une bonne culture générale parce que ça aide beaucoup. Parce que justement, quand on traduit, en plus, si tu fais, par exemple, aussi une traduction littéraire, tu ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dedans, l'œuvre. Non, il y a des références, des trucs qu'il faut un peu connaître. C'est vrai qu'on cherche. Naturellement, on ne peut pas tout savoir. On cherche, mais il faut quand même une bonne base, d'après moi, qui soit voilà, convenable pour ce type de métiers qui sont quand même des métiers de culture. Voilà, tout simplement. Oui. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci à toi, Stéphanie. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir.